Saviez-vous que les étoiles, sous leurs airs destructeurs, produisent en fait les éléments qui composent notre univers? Comme le disait le physicien Hubert Reeves, nous sommes tous des poussières d'étoiles. Intriguant, n'est-ce pas? Pourtant, ce n'est là qu'un des nombreux mystères qui gravitent autour de ces astres en fusion. Les étoiles se trouvent à l'origine de nombreux mythes et croyances. En Égypte antique, le soleil était l'incarnation du dieu Ra, traversant les cieux à bord de sa barque, créant ainsi les cycles jour-nuit. Chez les Incas, Inti était le dieu du soleil. Source de chaleur et de lumière, protecteur du peuple, il était considéré comme la plus importante des divinités. Même les anciens Grecs, pourtant très en avance sur le temps, considéraient le dieu Hélios comme la personnification du soleil. Lui et ses sœurs, Sélénée la lune et Éos l'aurore, rythmaient ainsi la vie des peuples méditerranéens. Aujourd'hui, nos connaissances et nos observations du ciel nous ont permis d'en apprendre davantage sur cet astre. D'abord considéré comme unique, nous savons que le Soleil n'est qu'une étoile parmi tant d'autres. Une simple goutte d'eau dans un océan de corps céleste, aussi massif que lumineux. Et encore, le dire ainsi est un doux euphémisme. D'après les dernières observations, notre Voie lactée abriterait entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Mais elle aussi n'est qu'une simple galaxie parmi les milliers de milliards qui se cachent au sein de l'univers observable. Des chiffres astronomiques qui, à trop y réfléchir, peuvent nous donner le vertige. Même le ciel le plus étoilé qui soit ne nous dévoile qu'une infime partie des étoiles du cosmos. Si toutes étaient visibles, nous serions constamment baignés d'une lumière aveuglante, de jour comme de nuit. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de ces boules de gaz à travers un voyage aux confins de notre univers. Au cours de cette odyssée spatiale, nous découvrirons les multiples visages que peuvent prendre ces astres. Nous décortiquerons leur cycle de vie, de leur naissance à leur mort. Un scénario aux issues diverses, tantôt cataclysmique, tantôt poétique, mais toujours surprenant. Nous ferons également quelques escales pour observer les étoiles les plus intrigantes jamais découvertes, certaines étant encore un mystère pour la science. Avant de partir, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Alors, es-tu prêt à embarquer pour ce fabuleux voyage ? Notre aventure commence maintenant. Jupiter, notre voisine, est ce que l'on appelle une géante gazeuse. Cette planète est la plus grosse de notre système solaire, avec un diamètre 11 fois supérieur à celui de la Terre. Pourtant, elle reste minuscule en comparaison de notre Soleil. Ce dernier est 10 fois plus imposant que Jupiter. Cette taille démesurée explique pourquoi le Soleil nous apparaît si clairement, alors même qu'il se trouve à environ 150 millions de kilomètres de la Terre. À l'échelle humaine, les proportions du Soleil sont incommensurables. Pourtant, notre étoile est considérée comme minuscule par rapport à l'ensemble du bestiaire cosmique. Les astronomes la qualifient de naine jaune. Un surnom qui semble exagéré, tant il minimise ses proportions. Et pourtant, ce terme décrit parfaitement notre étoile, au vu des dimensions gargantuesques de certaines de ses semblables. Cela dit, il existe également des étoiles plus petites et moins brillantes que le Soleil. Ainsi, pour débuter notre voyage, partons à la découverte des différents types d'étoiles qui peuplent les galaxies. Vous verrez que certaines d'entre elles sont bien différentes de notre astre du jour.
Un peu plus tôt, nous parlions de notre voisine Jupiter. Cette planète est impressionnante, mais elle est loin de pouvoir prétendre au statut d'étoile. Pourtant, certaines observations montrent que la 5e planète du système solaire aurait pu devenir une étoile. D'ailleurs, il existe dans l'univers des astres semblables. À mi-chemin entre une géante gazeuse et un soleil, ces corps étranges sont appelés les naines brunes. Également connu sous le nom d'étoiles ratées, ce qualificatif assez péjoratif reflète bien leur situation. En effet, les naines brunes ne sont pas vraiment des planètes, mais pas vraiment des étoiles non plus. Elles ont une taille similaire à notre cher Jupiter. Mais la masse minimale d'une naine brune est environ 13 fois plus massive que Jupiter. Malheureusement, leur masse n'est pas suffisante pour déclencher le processus de fusion. En d'autres termes, la pression dans leur noyau n'est pas suffisante pour fusionner les atomes, comme c'est le cas chez d'autres étoiles. Ainsi, on peut dire que ces étoiles n'ont jamais réussi à s'allumer. Tout comme une tentative avortée de produire un feu de bois, laissant uniquement apparaître un nuage de fumée, sans flamme. Assez chaudes au moment de leur formation, elles se refroidissent progressivement et brillent de moins en moins. Les naines brunes sont donc assez difficiles à détecter. Tout comme les exoplanètes, leur observation directe est quasi impossible. Généralement, elles sont détectées par des observations infrarouges du ciel. Si vous avez quelques connaissances en physique, vous savez que les ondes électromagnétiques du domaine infrarouge sont émises par les corps froids, contrairement aux ultraviolets. Elles constituent donc la majorité du spectre électromagnétique des naines brunes. Généralement, ces étoiles ont une température moyenne de surface comprise entre 720 et 2200 degrés Celsius, mais les plus froides d'entre elles peuvent même avoir une température inférieure à 200 degrés Celsius. À titre de comparaison, la température de surface de notre Soleil est de 5500 degrés Celsius. D'autres étoiles bleues, beaucoup plus chaudes, dépassent même les 9700 degrés Celsius. Certaines naines brunes ont également été détectées par coronographie. Cette méthode consiste à masquer la lumière d'un corps brillant comme une étoile pour laisser apparaître plus clairement d'autres astres. Aussi utilisée pour la détection d'exoplanètes, cette technique a permis de découvrir la première naine brune de l'histoire, Gliese 229b. L'existence des naines brunes avait été prédite dès les années 60, mais c'est en 1995 que Gliese 229b fut révélée aux yeux du monde. Jusqu'alors, elle était masquée par son étoile jumelle, Gliese 229a, encore 1000 fois plus brillant que Gliese 229b, mais moitié moins massif que le Soleil. Depuis, le satellite chasseur d'exoplanètes TESS nous a permis d'en apprendre plus sur ces mystérieuses naines brunes. Initialement lancé par la NASA pour détecter des exoplanètes par la méthode du transit, ce dernier a également pu observer de nombreuses étoiles brunes. Un fait marquant, propre aux observations de TESS, est que ces étoiles ratées ressemblent étrangement à Jupiter. Cette affirmation relève d'une étude faite sur un système binaire de naines brunes situé à seulement 6,5 années-lumière de la Terre. Ce sont les étoiles de ce type les plus proches de notre système solaire. Elles sont respectivement nommées Luhmann 16a et Luhmann 16b, en raison de leur découverte par l'astronome Kevin Luhmann en 2013. Leur masse est d'environ 34 fois celle de Jupiter pour l'une et 29 fois pour l'autre.
les deux possèdent une température d'environ 1000 degrés Celsius. Mais ce qui fascine les chercheurs, c'est bien la présence d'une atmosphère sur ces drôles d'étoiles. Les observations révèlent des bandes nuageuses à leur surface, comme celles que possède Jupiter. Ces bandes trahissent la présence de vents extrêmement violents, soufflant à grande vitesse. Ces vents pourraient ainsi mélanger l'atmosphère et redistribuer la chaleur de l'étoile. Cela n'est pas sans rappeler l'impact des courants marins comme le Gulf Stream et le Jet Stream sur la météo de notre planète. Aujourd'hui, ces naines brunes sont encore à l'étude. Ces étoiles avortées sont intéressantes car elles nous permettent d'en apprendre plus sur la formation d'atmosphères en dehors de notre système solaire. Mais elles sont aussi importantes pour comprendre le processus de création des étoiles et les conditions nécessaires à la fusion des atomes. Si les naines brunes sont des étoiles invisibles à première vue, leur équivalent lumineux peuple le cosmos en grand nombre. Il s'agit, bien entendu, des naines rouges. Ces petites étoiles peu massives et relativement froides ont bel et bien réussi leur allumage. On estime qu'elles représentent 80% des étoiles de notre galaxie. Et il y a fort à parier que ce sont également le cas pour les galaxies voisines. Pourtant, aucune d'entre elles n'est visible à l'œil nu depuis la Terre. La raison étant que les naines rouges, bien que nombreuses, sont très peu brillantes. Au mieux, leur luminosité équivaut à 10% de celle du Soleil, et leur masse est comprise entre 0,75% et 0,4% de la masse solaire environ. Quant à leur température en surface, elle est inférieure à 3800 degrés Celsius. Pas de quoi être impressionné donc. Pourtant, un détail à leur sujet devrait vous faire changer d'avis. En effet, les naines rouges ont une durée de vie incroyablement longue, même à l'échelle de notre univers. Ces dernières peuvent briller dans le cosmos des centaines de milliards d'années durant. Mais comment expliquer une telle longévité ? Eh bien, pour cela, il faut s'intéresser à la nature même de ces étoiles. Comme toutes leurs cousines, les naines rouges sont principalement constituées d'hydrogène. Cet hydrogène est alors transformé en hélium, puis en d'autres éléments plus lourds, grâce à la fusion nucléaire qui résulte de l'immense force de gravité au cœur des étoiles. On parle de nucléosynthèse, c'est-à-dire de la création de nouveaux éléments. L'hélium se crée ainsi par la fusion de l'hydrogène. Mais pour les naines rouges, ce processus est très lent, car ces étoiles sont essentiellement convectives par nature. Cela signifie que l'hélium ne peut s'accumuler au cœur de l'astre, mais circule de manière homogène dans le corps de ce dernier. Ce brassage constant de matière permet aux naines rouges de conserver leur réserve d'hélium, assurant ainsi leur stabilité dans le temps. De ce fait, il est théoriquement impossible qu'une étoile de ce type soit déjà arrivée en fin de vie depuis la naissance de notre univers, après le Big Bang. Un autre fait intéressant concernant les naines rouges, c'est leur teneur en certains éléments lourds. À ce jour, nous n'avons observé aucune naine rouge dépourvue de métaux. La présence de ces éléments nous indique donc que les naines rouges ne se sont pas formées au tout début de l'univers. Elles résultent de la mort des étoiles de première génération, beaucoup plus massives, ayant pu synthétiser ces éléments à partir de l'hydrogène. Si les naines rouges vous fascinent, sachez que l'étoile la plus proche de nous jamais détectée appartient à cette catégorie. Son nom, vous le connaissez forcément. Il s'agit de Proxima du Centaure. Aussi appelée Proxima Centauri, elle fait partie d'un système d'étoiles triples nommé Alpha du Centaure. Sa distance n'est que de 4,2 années-lumière par rapport à la Terre.
D'ailleurs, les estimations affirment que dans 30 000 ans, elle ne sera plus qu'à 3 années-lumière de nous. De quoi alimenter l'espoir d'un jour visiter ce système si particulier. Une hypothèse d'autant plus intéressante quand on sait que 3 exoplanètes orbitent autour de Proxima Centauri. D'ailleurs, l'une d'entre elles, nommée Proxima Centauri b, se situe dans la zone habitable de l'étoile. Malheureusement, les chances qu'elle puisse servir de refuge à la vie restent très minces. Heureusement, il existe d'autres candidats intéressants et pas si éloignés de la Terre, comme par exemple l'étoile de Barnard. Cette petite naine rouge, située dans la constellation du Serpentaire, se trouve à un peu moins de 6 années-lumière de la Terre. Elle est bien connue des astronomes pour avoir le mouvement propre le plus important jamais observé. Cela signifie que son déplacement, vu de la Terre, est très significatif par rapport aux autres étoiles. Mais comme toutes les naines rouges, elle reste invisible à l'œil nu. L'intérêt pour l'étoile de Barnard fut relancé lorsque, en 2018, des chercheurs ont confirmé la présence d'une super-Terre à proximité de celle-ci. La présence d'exoplanètes aux alentours des naines rouges semble donc être assez courante. Cela dit, pour maximiser les chances de trouver des mondes potentiellement habitables, il est plus judicieux de pointer nos télescopes en direction d'un autre type d'étoile. Des étoiles semblables en tout point à notre Soleil, celles que l'on appelle les naines jaunes. Les naines jaunes sont sans aucun doute les étoiles les mieux connues des astrophysiciens. En effet, notre Soleil appartenant à cette catégorie, nous pouvons faire des observations directes de son comportement et de son rôle au sein d'un système planétaire. Pourtant, les naines jaunes ne représentent que 10% des étoiles au sein de notre Voie lactée. Cette faible abondance s'explique par leur durée de vie relativement courte. On estime que ces corps célestes brillent en moyenne pendant 10 milliards d'années. Comparativement aux centaines de milliards d'années des naines rouges, leurs cousines jaunes sont très éphémères. Aussi, les naines jaunes sont des étoiles relativement massives. Leur masse est comprise entre 0,8 et 1,2 fois celle du Soleil. Leur création nécessite donc l'accrétion d'une importante quantité de matière, contrairement aux naines rouges qui peuvent se former à partir de petits nuages de gaz interstellaires. Elles aussi transforment l'hydrogène en hélium dans leur cœur. Ce processus créant énormément d'énergie, cela explique leur forte luminosité. D'ailleurs, les scientifiques essayent de recréer le processus de fusion depuis de nombreuses années. Au cœur des centrales nucléaires, ce n'est pas la fusion, mais bien la fission qui est utilisée. Au lieu de créer un nouvel élément à partir de 2 atomes, la fission consiste à diviser un noyau atomique lourd en 2 noyaux plus légers. Ce processus, même s'il génère une grande quantité d'énergie, est loin d'atteindre les performances de la fusion. Mais revenons-en à nos étoiles. En raison des températures et des pressions astronomiques qu'elles génèrent, les naines jaunes engendrent des processus de fusion thermonucléaire, créant ainsi chaleur et luminosité. On estime que la température en surface des naines jaunes varie ainsi entre 5000 et 6000 degrés. Elles sont principalement composées d'hélium et d'hydrogène. Mais elles renferment également des éléments plus lourds, en assez faible quantité. À titre d'exemple, notre Soleil est composé de 74% d'hydrogène, 24% d'hélium et de 2% d'éléments plus lourds, appelés métaux en astronomie. Comme nous venons de le voir, les naines jaunes ne sont pas très courantes dans le cosmos. Mais par chance, une étoile de ce type est une de nos proches voisines. Nous parlions à l'instant de Proxima Centauri.
nous avons vu qu'elle appartenait au système triple d'Alpha Centauri. Et l'une des deux autres étoiles de ce système, nommée Alpha Centauri A, est également une naine jaune. Vue de notre Terre, sa lumière éclipse totalement celle de Proxima du Centaure. Son rayon est 23% plus grand que celui du Soleil. Sa masse est également 10% plus importante. Cela s'explique par une abondance d'éléments lourds, 2 fois plus présents au sein d'Alpha Centauri A. Actuellement, aucune planète n'a été découverte gravitant autour de Alpha Centauri A. Mais dans la fiction, peut-être connaissez-vous une géante gazeuse gravitant autour de cette étoile. Elle est nommée Polyphème. C'est cette planète que vous pouvez observer dans le ciel de la lune Pandora, le lieu où se déroule la fiction Avatar, créée par James Cameron. Si le cosmos fascine les astrophysiciens, il inspire aussi les artistes, qu'ils soient peintres, écrivains ou réalisateurs. Malheureusement, si l'un des satellites de Polyphème abritait effectivement la vie, celle-ci prendrait fin, tôt ou tard. Ce destin tragique est également celui que connaîtra la Terre. La raison est simple, les naines jaunes ne sont pas éternelles. Un jour viendra où elles auront consommé tout leur hydrogène. À ce moment, elles deviendront de redoutables géantes rouges, des dévoreurs de mondes aux proportions titanesques. Avez-vous déjà rêvé de voyager dans le temps pour observer la naissance et la mort des étoiles? Si oui, la bonne nouvelle est que ces étapes sont visibles depuis la Terre. Pour observer à quoi ressemblera notre Soleil dans ces vieux jours, rendons-nous dans la constellation d'Orion. C'est là que se trouve Bételgeuse, l'une des plus célèbres géantes rouges, parmi les plus brillantes du ciel. Bien que les scientifiques ne soient pas sûrs de sa distance, ils estiment qu'elle se trouve à environ 500 années-lumière de la Terre. Assez loin pour ne pas nous inquiéter, mais assez proche pour être observé. Et pour cause, son rayon serait environ 1000 fois plus grand que celui du Soleil, classant Bételgeuse parmi les plus grandes étoiles jamais découvertes. Elle se trouve même dans la catégorie des supergéantes rouges. Si par un malheureux hasard, elle venait à prendre la place du Soleil, son rayon s'étendrait entre les orbites de Mars et de Jupiter. Du fait de son immense taille, Bételgeuse rayonne plus que 100 000 soleils réunis. Pourtant, à l'origine, cette géante n'était pas si différente de notre Soleil. Mais alors, que s'est-il passé au juste? Eh bien, pour le comprendre, il faut, une fois encore, se plonger au cœur de cette étoile. Au départ, Bételgeuse était majoritairement constituée d'hydrogène, tout comme les autres étoiles. Or, après avoir transformé tout l'hydrogène de son noyau en hélium, l'expansion de l'étoile s'est soudainement stoppée. Et une nouvelle force entra en jeu, la gravitation. L'hélium étant plus lourd que l'hydrogène, la force de gravité a repris le dessus, si bien que le cœur de l'étoile commença à se contracter sur lui-même. À ce moment, la pression et la température ont grimpé en flèche, jusqu'à dépasser les 100 millions de degrés. Cette limite franchie, ce fut au tour de l'hélium de fusionner. Ainsi, au cœur de Bételgeuse, les atomes d'hélium se condensent jusqu'à former du carbone, produisant au passage une quantité phénoménale d'énergie. Cette énergie rayonne si fortement qu'elle provoque une dilatation de l'étoile, qui se met alors à gonfler comme une baudruche. Les couches externes se retrouvent éloignées du noyau et se mettent à refroidir.
L'étoile perd ainsi un éclat jaune vif, laissant place à une couleur rouge orangée. Ce phénomène explique la taille, mais aussi la teinte des géantes rouges. Ensuite, il y a principalement deux fins possibles pour ces étoiles. Si la masse de leur cœur est inférieure à 1,4 fois celle du Soleil, le processus de fusion s'arrête une fois l'hélium épuisé. Le noyau de carbone devient peu à peu inerte et l'étoile se meurt, lentement. En raison des vents stellaires provoqués par les pulsions du noyau, les couches extérieures se dissipent et s'illuminent grâce à la lumière résiduelle de l'étoile. La géante rouge laisse ainsi place à de magnifiques nuages stellaires appelés nébuleuses planétaires. Ces nuages continueront de se disperser lentement pendant des centaines de milliers d'années. Ils seront les seuls vestiges de la présence révolue de ces anciens astres incandescents, quoique pas tout à fait. En effet, il restera également le cœur de l'étoile qui témoignera de sa présence passée. Ce cœur, une fois tout l'hélium consommé, se contractera et chauffera encore plus jusqu'à provoquer la fusion du carbone. C'est alors qu'apparaîtront des éléments plus rares comme du néon, du sodium ou encore du magnésium. Ce sont ces nouvelles réactions de fusion très énergétiques qui créeront les pulsations thermiques, donnant lieu à des éjections de matière. Finalement, le noyau sera incapable de maintenir les réactions de fusion. Sa chaleur et sa densité seront telles qu'il deviendra instable et finira par se contracter sur lui-même. C'est ainsi que naissent les naines blanches. C'est ce à quoi ressemblera notre Soleil dans 7 milliards d'années. Mais pour les étoiles dont la masse est supérieure à 8 fois celle du Soleil comme Beltégeuse, le scénario est différent. L'effondrement du noyau provoque une chute de matière extrêmement rapide vers le cœur de l'étoile. Or, ce dernier est si dense que les éléments effondrés rebondissent dessus, créant ainsi une gigantesque explosion. Le nom de ce phénomène, vous le connaissez. Ce sont les supernovas. Ces explosions d'étoiles sont parmi les événements les plus violents du cosmos. Vue depuis la Terre, la luminosité produite est telle qu'elle peut laisser croire à l'apparition d'une nouvelle étoile dans le ciel. Alors qu'en réalité, cela signe la fin d'une géante rouge très massive. Par la suite, nous verrons qu'il existe encore d'autres fins possibles pour les étoiles de grande envergure. Mais avant cela, faisons une nouvelle escale pour observer plus en détail les fameuses naines blanches. Après leur disparition, les géantes rouges laissent très souvent place aux naines blanches. Mais quel mystère se cache derrière ces petits astres de lumière? Pour le découvrir, allons ensemble rendre visite à l'une de nos voisines. Sirius B, proche de 8 années-lumière de la Terre, est une naine blanche. Elle est le résidu d'une étoile, anciennement semblable au Soleil, ayant fini sa vie en tant que géante rouge. Comme toutes les naines blanches, sa densité est extrême. Pour vous donner un ordre d'idée, Sirius B possède environ la masse du Soleil, soit près de 2 milliards de tonnes. En revanche, sa taille est équivalente à celle de notre belle planète bleue. D'après les observations, sa densité serait de 2000 kg par cm3, soit à peu près l'équivalent d'une voiture dans un dé à coudre. Dans environ 5 milliards d'années, notre Soleil deviendra une géante rouge, puis une naine blanche. Cette naine aura la taille d'une planète comme la Terre. Mais elle conservera le tiers de la masse actuelle du Soleil. Il faut savoir que les naines blanches ont des proportions et des densités assez similaires dans leur ensemble. Pour comprendre cette uniformité, il faut s'intéresser un peu à la physique. En effet, les naines blanches sont en équilibre perpétuel entre pression et gravité.
tout comme les étoiles classiques d'ailleurs. Plus une naine est massive, plus la pression et la densité requises pour résister aux forces de gravité doivent être grandes. Mais pour une masse trop importante, c'est la gravité qui finit par l'emporter. Un physicien du nom de Chandrasekhar a donc prouvé que le noyau n'est capable de résister à l'effondrement que si sa masse est inférieure à 1,4 fois celle du Soleil. On appelle cela la limite de Chandrasekhar. Voilà pourquoi seules les étoiles d'environ 8 masses solaires au maximum atteignent le stade de naine blanche. Pour les étoiles plus massives, les fins possibles sont beaucoup moins douces. En mourant, ces géantes laissent place à d'autres artefacts mystérieux du bestiaire cosmique que nous ne tarderons pas à découvrir. Aussi, les naines blanches sont assez difficiles à détecter. Pour le cas de Sirius B, elle ne fut pas directement découverte. Les astronomes ont d'abord observé sa voisine, Sirius A. Les deux étoiles forment ainsi un système binaire. C'est en observant des incohérences dans le mouvement de Sirius A que les scientifiques ont déduit la présence d'un autre corps à proximité. Ils ont alors effectué des calculs et ont pu observer la petite Sirius B à l'emplacement théorique prévu. Elle fut ainsi la première étoile de ce type à être photographiée. Si les naines blanches sont si difficiles à détecter, c'est parce que leur luminosité est très faible. La NASA explique même que certaines ne sont pas plus lumineuses qu'une ampoule de 100 watts. En effet, les naines blanches peuvent être très lumineuses à leur début, mais n'ayant plus de source d'énergie, elles finissent par lentement refroidir. Elles perdent alors leur éclat et leur chaleur, passant du blanc au noir après quelques milliards d'années. À ce stade, elles deviennent théoriquement aussi froides que le vide sidéral. La structure interne de la naine blanche se modifie également avec le temps. Au tout début, juste après l'effondrement de l'étoile, la naine est encore très énergétique. Les ions et les électrons s'y déplacent librement à des vitesses proches de celles de la lumière. Mais avec la perte de chaleur progressive, les ions perdent cette mobilité. Ils se réarrangent alors pour former des réseaux cristallins. Ainsi, une part importante du volume des naines blanches serait une sorte de diamant géant. Malheureusement, la structure de ce cristal serait différente de celle des diamants que l'on trouve sur Terre. Ainsi, n'espérez pas faire fortune en allant miner le cœur d'une naine blanche. Aussi, cette modification structurelle n'affecte pas la taille de l'étoile, ou du moins de ce qu'il en reste. Toutes les naines blanches sont ainsi condamnées à devenir des naines noires. Les naines noires ne sont autres que des naines blanches qui se sont progressivement refroidies jusqu'à ne plus émettre de lumière visible, ou presque. En plus, elles ne dégagent plus de chaleur significative, ce qui rend leur observation directe impossible. Les naines noires sont donc encore plus difficiles à détecter que les naines blanches. À ce jour, leur existence n'est donc que théorique. Aucune naine noire n'a jamais été détectée de manière directe ou indirecte. Le moyen le plus simple de prouver leur existence serait d'observer directement certains astres dont le mouvement ne semble pas coller aux trajectoires théoriques. Une telle observation signifierait qu'un objet massif se trouve à proximité, déviant la course du corps par effet gravitationnel. C'est de cette manière que des objets tels que le trou noir au centre de notre galaxie ou des planètes comme Neptune ont pu être découverts. Mais même en essayant de détecter des naines noires de cette façon, les chances d'en trouver restent très minces. Pour la simple et bonne raison que le refroidissement des naines blanches est très lent. Ce processus prend des milliards d'années, tout comme la mort des naines rouges. Or, l'âge estimé de notre univers n'est que de 13,8 milliards d'années.
Il est donc très peu probable qu'une naine noire se soit déjà formée, quand bien même elle serait issue de la première génération d'étoiles ayant vu le jour. Toutefois, certains affirmaient avoir découvert des naines noires il y a peu. Mais des observations plus poussées ont révélé qu'il s'agissait en fait de naines brunes. Bien qu'assez similaires, rappelez-vous que les naines brunes ne sont pas des étoiles totalement éteintes. Ce sont plutôt des étoiles dites ratées, n'ayant jamais totalement abouti, restant à jamais privées de leur éclat. Leur masse étant insuffisante pour initier les réactions de fusion thermonucléaire. Sommes-nous donc condamnés à ne jamais observer de naines noires de notre vivant? Malheureusement, il est très probable que la réponse soit oui. Cela dit, certains chercheurs restent tout de même optimistes. C'est le cas du physicien théoricien Matt Kaplan, travaillant à l'Université de l'Illinois. Ce dernier émet l'hypothèse que sur de très longues périodes, les effets de la mécanique quantique autoriseraient certaines particules à traverser les barrières énergétiques des vestiges d'étoiles. Cela permettrait ainsi d'initier des réactions de fusion nucléaire, rendant les naines brunes détectables. Pour faire une analogie, nous pouvons comparer les naines noires aux cendres d'un feu de bois. Inertes, froides et sans lumière, ces cendres peuvent tout de même couvrir de minuscules braises, encore incandescentes. Un autre fait intéressant concernant les naines noires ou brunes est lié à la matière noire. À ce jour, la matière noire est une des pistes que nous ayons pour expliquer la structure et la physique des galaxies. Elle explique également les vitesses de certaines étoiles en périphérie de notre Voie lactée. Or, personne n'a jamais réussi à identifier cette hypothétique matière noire, si bien qu'elle échappe encore aujourd'hui à notre compréhension. Il se peut même que la matière noire soit une hypothèse totalement erronée, tout comme l'hypothèse de l'éther en son temps. Au XIXe siècle, les scientifiques ne comprenaient pas comment la lumière pouvait se propager dans l'espace intersidéral sans support physique pour la conduire. Ils avaient alors avancé que le cosmos tout entier baignait en fait dans l'éther, une sorte de fluide invisible permettant à la lumière de se propager. L'expérience de Michelson-Morley viendra ensuite invalider cette thèse. Et des scientifiques comme Maxwell ou Einstein mettront en évidence la dualité onde-corpuscule de la lumière, celle-ci se comportant à la fois comme une onde électromagnétique et à la fois comme un corpuscule. Tout cela mêlé à la théorie de la relativité, expliquant ainsi les observations incomprises de l'époque. Mais revenons à la matière noire. Sa nature nous est inconnue, si bien qu'au fil du temps, de nombreuses explications furent proposées. Parmi elles se trouve l'hypothèse de la matière baryonique invisible. Celle-ci explique que la matière noire ne serait pas inconnue, mais qu'elle serait simplement un ensemble de corps et d'astres qui échappent à notre vision, comme les trous noirs, les étoiles à neutrons, les astéroïdes, les naines brunes, mais aussi les naines noires. Ainsi, la matière noire serait simplement la matière, telle que nous la connaissons, mais que nous n'avons pas encore observée. Malheureusement, cette hypothèse fut rapidement invalidée. Avec la découverte du rayonnement fossile, c'est-à-dire les premiers photons émis dans l'univers observable, nous savons avec précision quelle quantité de matière baryonique se trouve dans l'univers. Et cette quantité est insuffisante pour remplacer l'effet de la mystérieuse matière noire. De notre vivant, il est donc presque certain que nous ne mettrons jamais le doigt sur une naine noire. D'ailleurs, même nos lointains descendants auront peu de chances d'en détecter une un jour, tant le processus pour aboutir à l'extinction d'une naine blanche est long. Ces étoiles mortes sont donc condamnées à rester de simples objets hypothétiques pour nous. Mais rassurez-vous, l'univers recèle encore bien des mystères que nous serons amenés à découvrir. Sans compter que jusqu'à maintenant, notre voyage nous a menés uniquement vers les types d'étoiles les plus courants. Il est donc temps d'aller visiter des astres beaucoup moins ordinaires, mais aussi
bien plus spectaculaire. Notre Soleil est loin d'être la plus grosse étoile de notre galaxie. Et en un sens, c'est une excellente nouvelle. Sa masse et sa température sont idéales pour nous procurer chaleur et lumière pendant encore des centaines de millions d'années. Si celui-ci avait été plus gros, il est très probable que la vie ne se serait jamais développée sur Terre. Aussi, le Soleil aurait été bien plus éphémère. Nous ne le savons que trop bien, car des étoiles hypermassives à la durée de vie très courte se cachent dans notre Voie lactée. Elles sont nommées géantes bleues. Ce nom n'a rien d'anodin, puisqu'il décrit parfaitement la nature de ces astres. Les géantes bleues sont des étoiles monstrueuses, dont la taille et la température dépassent l'entendement. Si le diamètre de notre Soleil est d'environ 1,4 million de kilomètres, celui d'une géante bleue va de 10 millions à plusieurs centaines de millions de kilomètres. Leur masse est en moyenne de 8 à 10 masses solaires et leur température dépasse allègrement les 10 000 degrés Celsius, contre environ 5 800 degrés Celsius pour notre Soleil. D'ailleurs, que diriez-vous d'aller observer l'une de ces géantes ? Pour cela, nous devons nous rendre dans la constellation d'Orion, à environ 900 années-lumière de la Terre. C'est une distance extrêmement lointaine, et pourtant, nous pouvons voir l'étoile qui s'y trouve depuis la Terre. Ce titan cosmique n'est autre que Rigel, une supergéante bleue, connue comme étant la 6e étoile la plus brillante du ciel. Environ 80 fois plus grande que notre Soleil, elle est aussi 40 000 fois plus lumineuse. Mais cela vaut pour la lumière émise dans le spectre du visible. Si l'on ajoute la lumière émise dans l'ultraviolet, la puissance lumineuse de Rigel est 60 000 fois supérieure à celle du Soleil. Des caractéristiques tout bonnement démesurées. Mais soyez rassurés, les géantes bleues telles que Rigel sont assez peu nombreuses dans notre galaxie. Leur formation nécessite d'immenses quantités de matière, ce qui explique leur rareté. Leur durée de vie est également assez courte, seulement 10 à 100 millions d'années. À titre de comparaison, la durée de vie du Soleil est estimée à 10 milliards d'années. En effet, les étapes qui rythment leur cycle de vie sont à peu près les mêmes que celles des autres étoiles. Or, du fait de leur immense taille, celles-ci épuisent très rapidement leurs réserves d'énergie. En fin de vie, elles deviennent aussi des supergéantes rouges, encore plus impressionnantes. Du fait de leur taille et de leur brillance, les géantes bleues sont assez simples à repérer, contrairement aux naines rouges qui sont pourtant bien plus nombreuses. La couleur de Rigel, comme celle des autres géantes bleues, s'explique encore une fois par sa température. À sa surface, Rigel brûle à plus de 10 000 degrés Celsius. Cette chaleur explique pourquoi son rayonnement tend vers le bleu, là où les étoiles plus petites et plus froides tendent vers le rouge. Lorsque Rigel aura brûlé une bonne part de ses réserves d'hydrogène, elle commencera, elle aussi, à enfler, faisant ainsi baisser sa température de surface. Elle deviendra alors une supergéante rouge, avant de s'éteindre dans un dernier sursaut de lumière. Jusqu'à présent, notre voyage nous a conduits vers des étoiles aux multiples couleurs. Pour les astres d'environ 3000 degrés, la couleur principale était le rouge. Pour ceux autour des 4000 degrés, c'est plutôt l'orange qui domine. Pour les étoiles semblables à notre Soleil, celles dont la température se situe entre 5000 et 6000 degrés, leur couleur majoritaire est le jaune. Plus chaudes encore, les étoiles d'environ 10 000 degrés sont blanches, voire légèrement bleutées.
Enfin, les étoiles les plus chaudes, plus de 20 000 degrés, vont du bleu clair au bleu profond. Mais une couleur semble aux abonnés absente. Si vous êtes attentif, vous remarquerez qu'aucune étoile verte n'a été citée. Mais alors, où se cachent les étoiles de jade ? Si l'on observe le spectre du visible, on remarque que les longueurs d'onde associées à la couleur verte se trouvent à mi-chemin entre les longueurs d'onde jaunes et les longueurs d'onde bleues. Les étoiles de température intermédiaire ne devraient-elles pas être vertes plutôt que blanches ? Eh bien, pour comprendre ce phénomène, il faut revenir à la classification par couleur des étoiles. Pour tout vous dire, il s'agit en fait de simplification excessive. Elles sont donc en partie fausses. Les étoiles ne sont pas totalement rouges ou totalement bleues. Elles émettent des longueurs d'onde dans un très large spectre, y compris des longueurs d'onde invisibles, comme les rayons X, les infrarouges ou les ultraviolets. Elles émettent également dans toutes les longueurs d'onde du visible. Ainsi, les géantes bleues propagent également de la lumière rouge, de la lumière jaune et bien sûr, de la lumière verte. Or, en fonction de la température de l'étoile, la proportion de ces couleurs varie, si bien que les étoiles très chaudes émettent plus de lumière bleue que de lumière rouge. Maintenant, pour les étoiles de température intermédiaire, elles émettent des parts de lumière verte, bleue et rouge à peu près équivalentes. Ainsi, ces différentes couleurs de lumière combinées forment du blanc. En physique, le blanc représente l'ensemble des couleurs mélangées, tandis que le noir est l'absence de couleurs. En d'autres termes, les étoiles sont toujours multicolores, mais avec une tendance à basculer vers le rouge ou le bleu. Les étoiles que l'on pourrait qualifier de vertes existent, mais notre œil est tout simplement incapable de les distinguer. Cela explique pourquoi elles nous apparaissent blanches. Dans les faits, les explications sont un peu plus complexes. Il faut également tenir compte de la composition de notre atmosphère qui diffuse et réfracte la lumière. De fait, le Soleil semble parfois jaune, parfois blanc ou encore orangé lorsqu'il descend vers l'horizon. Dans certaines circonstances très rares, les dernières lueurs du Soleil peuvent même être totalement vertes. Ce phénomène se produit aux tout premiers instants d'un lever ou d'un coucher de soleil. Dans des conditions atmosphériques particulières, la lumière bleue est diffusée dans l'atmosphère. La lumière rouge, quant à elle, est réfractée sous l'horizon. Si bien qu'il reste en majorité les longueurs vertes, donnant ainsi lieu à un phénomène rarissime appelé rayon vert. Toutefois, ce phénomène optique est très bref. Les chances pour que vous puissiez le voir un jour sont donc minces. Quoi qu'il en soit, vous savez désormais pourquoi les étoiles vertes ne figurent pas dans la classification des couleurs en fonction de la température. La spectroscopie des étoiles est un vaste sujet et il y aurait encore beaucoup à dire dessus. Mais notre voyage n'est pas encore terminé. Alors, remettons-nous en route vers notre prochaine destination. Après avoir sillonné la galaxie et parcouru des millions d'années-lumière, l'heure est venue pour nous de voyager à travers le temps. Nous avons pu observer les différents types d'étoiles ainsi que les lois physiques qui expliquent leur comportement. Pour remettre un peu d'ordre dans tout cela, il nous faut faire machine arrière jusqu'à observer la naissance d'une étoile. Pour cette destination, nous allons rester dans notre propre système solaire. Repartons environ 5 milliards d'années en arrière pour assister à la naissance de ce dernier. À cette époque, il n'y avait ni planète ni soleil, seulement un nuage interstellaire de gaz et de poussière appelé nébuleuse solaire. Sous l'effet de la gravité, ce nuage de gaz s'est condensé jusqu'à s'effondrer rapidement sur lui-même. On qualifie ce phénomène d'effondrement gravitationnel.
Les parties les plus denses de la nébuleuse ont commencé à se concentrer. Des nuages de gaz et de poussière plus petits et plus denses se sont alors formés à divers endroits. Les forces gravitationnelles étant plus élevées à ces endroits précis, les atomes d'hydrogène commencèrent à s'associer pour former des molécules de dihydrogène. On parle alors de nuages moléculaires, mais par souci de vulgarisation, on les présente plus généralement sous le nom de pouponnières d'étoiles. Ainsi, la température et la pression continuèrent d'augmenter sous l'effet de l'effondrement, si bien que passé 3000 degrés, les molécules de dihydrogène se scindèrent en deux, et entre 6000 et 10 000 degrés, les électrons et protons finirent par se séparer. Cet état très inhabituel de la matière est nommé plasma. La phase d'effondrement et d'échauffement a duré des centaines de milliers d'années. C'est pendant ce laps de temps, très long à nos yeux, mais instantané à l'échelle de l'univers, que s'est formé un embryon d'étoile, une proto-étoile. Notre Soleil commençait à apparaître. Mais il aurait pu en être autrement. Après la formation d'une proto-étoile, 3 scénarios sont possibles. Les nuages les plus massifs donnent lieu à la naissance d'étoiles géantes, dont la masse est 8 fois supérieure à celle du Soleil au minimum. A l'inverse, des étoiles plus petites comme les naines rouges ou brunes peuvent émerger. Et dans un troisième cas, ce sont des étoiles de tailles intermédiaires qui viennent au monde. C'est le cas de notre Soleil. Les étoiles les plus massives meurent rapidement. Elles se transforment en supergéantes rouges et finissent par exploser en supernovas de type 2. Quant aux plus petites étoiles, elles peuvent briller des centaines de milliards d'années durant et ne sont donc pas encore éteintes à ce jour. Notre Soleil, lui, est à mi-chemin entre ces deux parcours de vie. D'abord proton-étoile, il continua de se concentrer jusqu'à ce que sa température et sa pression interne deviennent suffisamment élevées pour initier la fusion nucléaire. Pour cela, il lui fallut franchir le seuil symbolique des 10 millions de degrés. À ce stade, la pression interne de notre Soleil naissant était devenue suffisamment forte pour contrebalancer la gravité qui le comprimait. Il entra alors dans une phase de stabilité, appelée séquence principale. Il commença ainsi à rayonner dans le cosmos, baignant les environs de sa lumière et réchauffant progressivement le vide sidéral autour de lui. Sous l'effet de sa forte gravité, la matière environnante qui n'avait pas été absorbée commença à graviter autour de notre jeune étoile. Par accrétion de matière, les planètes commencèrent progressivement à se dessiner, jusqu'à aboutir au système solaire que nous connaissons. Autant vous dire qu'à cette période de forte activité, il ne faisait pas bon vivre sur Terre. Comme nous l'avons vu un peu plus tôt au début de notre épopée, les étoiles brillent grâce à la fusion nucléaire. Ainsi, depuis maintenant près de 5 milliards d'années, le cœur de notre Soleil agit comme un réacteur nucléaire cosmique. À l'intérieur, il règne une température de plus de 15 millions de degrés Celsius. C'est le point le plus chaud de notre étoile, et c'est donc uniquement à cet endroit que peut avoir lieu le processus de fusion. Les atomes d'hydrogène fusionnent pour former des atomes d'hélium. Le noyau de notre Soleil est donc à l'origine de l'énergie qu'il dégage. Et pourtant, il ne représente que 1% de son volume. En revanche, la densité du noyau est telle qu'il compte pour environ 1/3 de la masse totale de notre étoile. Plus fascinant encore, la réaction de fusion des atomes d'hydrogène simples en apparence est en fait d'une grande complexité. En effet, les atomes d'hydrogène ne sont constitués que d'un proton et d'un électron.
Or, les atomes d'hélium sont constitués de 2 protons, 2 électrons, mais aussi 2 neutrons. La question est donc, d'où viennent ces fameux neutrons? En réalité, ils viennent de l'hydrogène lui-même. Dans des conditions extrêmes, les protons de l'hydrogène peuvent se transformer en neutrons par un processus appelé désintégration bêta. Pour un proton ainsi transformé, 2 particules subatomiques sont émises, un positron et un neutrino. Les neutrinos ont la particularité de ne pas interagir avec la matière. Ces derniers sont émis et partent sillonner l'espace en toute liberté. Mais les positrons, eux, sont des particules d'antimatière. Ils sont l'exact inverse des électrons, si bien que quand ces 2 éléments se croisent, ils s'annulent dans une formidable explosion d'énergie et créent donc de la chaleur. Pour revenir à nos protons, une fois devenus neutrons, ils se lient avec un autre proton d'un atome d'hydrogène, formant un nouvel élément, le deutérium. Le deutérium devient ensuite de l'hélium 3, et 2 atomes d'hélium 3 se regroupent pour former de l'hélium 4, la forme la plus courante de l'hélium. Tout ce processus est résumé sous le thème « chaîne de réaction proton-proton ». Les étoiles, que l'on associe alors à des géantes gazeuses incandescentes, sont donc beaucoup plus complexes que leur apparence ne le laisse supposer. Elles sont en réalité plus proches d'un réacteur nucléaire de plasma que d'une boule de feu géante. Fort heureusement, les étoiles ne sont pas des réacteurs nucléaires très efficaces. Cela peut paraître paradoxal, mais proportionnellement à leur volume, les réactions de fusion qui s'y déroulent sont assez rares. Cela explique pourquoi elles peuvent briller pendant plusieurs milliards d'années. C'est aussi pour cela que les étoiles plus massives meurent plus vite. Leur noyau étant plus dense et plus chaud, les réactions de fusion sont beaucoup plus fréquentes. L'hydrogène s'épuise alors beaucoup plus rapidement, laissant place à la fusion de l'hélium, aux géantes rouges, puis, finalement, aux naines blanches. Ce processus, nous l'avons décrit lors de notre escale près de la géante rouge Bételgeuse. Or, nous n'avions vu qu'une partie des fins possibles pour ce type d'étoiles, à savoir leur disparition en nébuleuse planétaire et la transformation de leur cœur en naines blanches. Mais pour les étoiles plus massives, comme Bételgeuse ou encore les fameuses géantes bleues, les choses se compliquent. Chers voyageurs, il est temps pour nous de nous diriger vers des zones beaucoup plus hostiles de l'espace. Préparez-vous, car à présent, nous allons parler d'événements cosmiques incommensurables. Nous allons assister à la chute de certaines géantes qui, pour leur dernier souffle, émettent plus de lumière qu'1 milliard de soleils. Lorsqu'une étoile supermassive meurt, elle produit une explosion cataclysmique, une supernova. La luminosité dégagée lors de cet événement peut alors dépasser celle d'une galaxie tout entière. Il existe 2 types de supernovas, les supernovas de type 1A et les supernovas de type 2. Pour les étoiles massives dont on parle ici, celles dont la masse est supérieure à 8 fois celle du Soleil, ce sont les supernovas de type 2 qui se produisent. Au fur et à mesure que les réactions de fusion se poursuivent, ce sont tous les éléments tels que l'hélium, le carbone ou encore l'oxygène qui finissent par s'épuiser. Si bien qu'à un moment, la chaleur résultante de la fusion ne produit plus une pression suffisante pour contrebalancer la gravité. Cette force commence alors à compresser le noyau de l'étoile. À ce moment, la fusion reprend. Or, ce n'est plus la fusion de 2 atomes qui se produit. Chaque atome commence à fusionner de manière individuelle, les électrons se combinant avec les protons pour former des neutrons.
Lorsqu'il ne reste plus que des neutrons, ces derniers continuent à se compresser, encore et encore, jusqu'à atteindre leur limite. Le cœur ne peut plus se comprimer davantage. Cet arrêt soudain de la contraction provoque une onde de choc phénoménale, donnant lieu à une immense éjection de matière. Les couches externes de l'étoile sont alors soufflées dans l'espace. C'est la supernova. Le noyau effondré de l'étoile peut alors laisser place à une étoile à neutrons. Mais pour les étoiles les plus massives, leur disparition laisse place à un autre élément cosmique aujourd'hui connu de tous, un trou noir stellaire. Pour revenir aux supernovas de type 2, il faut savoir qu'il s'agit sans doute du plus puissant type d'explosion cosmique. Tout du moins après celle du Big Bang. L'énergie libérée peut atteindre les 10 puissance 111 joules, soit 1 avec 111 zéros derrière. Pour vous donner un autre exemple plus parlant, la bombe atomique, lâchée sur la ville d'Hiroshima pendant la Seconde Guerre mondiale, n'avait une puissance que de 10 puissance 13 joules. Même un événement cosmique aussi puissant qu'une éruption solaire ne représente qu'un milliardième de la puissance d'une supernova de type 2. C'est d'ailleurs ce qui risque d'arriver à notre chère Bételgeuse. Celle-ci étant une hypergéante rouge, elle explosera sûrement une fois arrivée à court de carburant, produisant au passage plusieurs milliards de fois l'énergie du Soleil au cours de sa vie. Heureusement, ces supernovas sont assez rares et il est peu probable que nous soyons un jour victimes de leur souffle. Cela dit, si Bételgeuse venait à exploser de notre vivant, celle-ci serait visible depuis la Terre, malgré les quelques 640 années-lumière qui nous séparent. Elle resterait alors briller dans le ciel terrestre et serait même visible de jour. Sachez qu'il existe également un autre type de supernova, moins puissante mais plus courante. Ce sont les supernovas de type 1A. Celles-ci se produisent à cause des naines blanches. A priori inoffensives, les naines blanches restent pourtant dangereuses lorsqu'elles se trouvent à proximité d'une autre étoile. Dans un système binaire, une naine blanche peut continuer à accréter de la matière en raison de sa forte attraction gravitationnelle. En quelque sorte, on peut dire qu'elle vampirise son étoile voisine, ce qui a pour effet d'augmenter sa masse. Et lorsque celle-ci devient trop massive, plus d'1,4 fois la masse du Soleil, elle dépasse alors la limite de Chandrasekhar que nous évoquions précédemment. C'est alors que les problèmes commencent. L'effondrement reprend, conduisant inévitablement à l'explosion de l'étoile naine en une supernova de type 1A. Dans ce cas, la puissance dégagée est faramineuse là encore. Mais l'ampleur de l'événement reste indéniablement plus faible que celui d'une supernova de type 2. La puissance estimée d'une supernova de type 1A est de 10 puissance 45 joules environ. Quoi qu'il en soit, ces puissantes détonations d'étoiles, bien que destructrices, laissent ensuite place à un magnifique spectacle. Elle marque à jamais le tissu de l'espace intersidéral d'une cicatrice de toute beauté, appelée nébuleuse. C'est le cas de la nébuleuse du Crabe, résultant de l'explosion d'une étoile hypermassive il y a près de 1000 ans. L'un des faits marquants à propos de cette explosion est qu'elle fut observée par un astronome chinois en l'an 1054. Ce fut alors l'une des premières observations directes de supernova, dont on garde encore des traces écrites aujourd'hui. Une chance quand on sait que les supernovas ne se produisent qu'une fois tous les 30 ans dans notre Voie lactée. Parmi elles, beaucoup échappent aux observations.
Les supernovas de type 2 sont certes beaucoup plus visibles, mais aussi bien plus rares. Elles n'ont donc jamais été observées de manière directe au cours des dernières décennies. Toutefois, leurs vestiges, parmi lesquels les fameuses nébuleuses, restent bien visibles des milliers d'années durant. C'est également le cas des étoiles à neutrons que nous évoquions à l'instant. Ces astres bien singuliers sont l'équivalent des naines blanches pour les autres étoiles. Or, leurs caractéristiques et les mystères qu'ils renferment éveillent davantage notre curiosité. Poursuivons donc notre voyage pour aller les observer de plus près. Une fois arrivées à court de carburant, les étoiles de plus de 8 masses solaires deviennent instables. La fusion dans leur cœur n'ayant plus lieu, plus rien ne s'oppose à la gravité et l'étoile commence à s'effondrer sur elle-même. C'est alors que leur noyau se comprime. Le noyau rétrécit et sa température grimpe en flèche, atteignant plusieurs milliards de degrés. Dans ces conditions plus qu'extrêmes, les lois de la physique, telles que nous les connaissons, n'ont plus cours. La matière s'agglomère de plus en plus, à tel point que les électrons fusionnent avec le cœur des atomes. Les protons et les électrons disparaissent pour former des neutrons. Les neutrons se compriment autant qu'ils le peuvent jusqu'à créer la supernova. Ainsi, derrière cette formidable explosion, il reste toujours le cœur de l'étoile, désormais uniquement constitué de neutrons. D'où l'appellation d'étoile à neutrons. Vous l'aurez compris, ces astres sont en fait des cadavres d'étoiles hypermassives. Leur densité est tout simplement ahurissante, étant donné qu'ils sont formés d'une matière désormais incompressible, ou presque. Imaginez-vous la masse d'un soleil dans une sphère de 10 à 20 km de diamètre. Un astre comme Pluton, s'il avait la même densité qu'une étoile à neutrons, ne serait pas plus gros qu'une bactérie. Difficile à imaginer, n'est-ce pas? En outre, il arrive parfois que des planètes ou des étoiles issues d'un système binaire continuent d'orbiter autour des étoiles à neutrons. Et ce, malgré le souffle de la supernova. C'est dire l'importance de la force de gravité. Une importance telle que si l'étoile à neutrons était comprimée davantage, l'astre se transformerait en trou noir stellaire. C'est ce qui se produit pour les étoiles les plus massives, bien que cela soit assez rare. Comme vous devez vous en douter, les étoiles à neutrons sont extrêmement chaudes. Certaines dépassent le million de degrés en surface. L'effondrement de l'étoile d'origine a également accéléré la vitesse de rotation du cœur. Du fait de leur petite taille, les étoiles à neutrons tournent donc sur elles-mêmes à des vitesses faramineuses, proches de la vitesse de la lumière. Cela équivaut à près de 1000 rotations par seconde. Tout comme pour les trous noirs, les forces de marée et la dilatation du temps à proximité des étoiles à neutrons sont extrêmes. Ces dernières agissent comme des lentilles gravitationnelles courbant la lumière qui aurait le malheur de croiser leur route. En raison de leur incroyable densité, le cœur des étoiles à neutrons, comme celui des trous noirs, reste un mystère pour la science. Les astrophysiciens arrivent à prédire le comportement de la matière en périphérie de ces étoiles grâce aux lois de la physique quantique. Noyaux d'atomes, électrons et neutrons s'arrangent ensemble pour former des sortes de couches aux structures bien différentes. En raison de leurs formes diverses, celles-ci sont appelées pâtes nucléaires. Car, comme les pâtes que nous avons l'habitude de cuisiner, elles peuvent prendre des formes variées, ce qui facilite leur classification. Mais tout cela relève encore de la théorie. Il est même fort possible que nous ne percions jamais le mystère des étoiles neutrons. Toutefois, il est une chose que nous savons avec certitude. Les étoiles à neutrons ont des champs magnétiques extrêmement puissants.
Ces champs ne sont généralement pas alignés avec l'axe de rotation de l'étoile. Au pôle nord et sud, des faisceaux d'ondes électromagnétiques très puissantes sont émis et balayent le cosmos à intervalles réguliers. Et lorsque l'un de ces faisceaux traverse la Terre, nous pouvons le détecter. Ce balayement étant périodique, le phénomène se répète dans le temps. Les étoiles à neutrons, propageant ainsi leurs ondes vers nous, sont appelées des pulsating stars, soit des pulsars. Ces étoiles pulsantes sont ainsi classifiées en fonction de leur vitesse de rotation. Plus elles tournent rapidement sur elles-mêmes, plus elles clignoteront rapidement de notre point de vue. Ces vitesses sont également corrélées au type d'ondes produites par les pulsars. Si la plupart d'entre eux nous envoient des ondes radio, les plus rapides émettent des rayons X, voire des rayons gamma. Les plus puissants d'entre eux sont même appelés magnétars, mais leur comportement étrange est encore mal compris. Comme toute chose dans notre univers, les pulsars sont soumis aux affres du temps. Ainsi, en perdant progressivement de l'énergie par rayonnement, ces derniers finissent par perdre en vitesse, jusqu'à ne plus faire que quelques tours sur eux-mêmes par minute. Quoi qu'il en soit, les pulsars restent très utiles en astronomie, notamment parce qu'ils nous fournissent des repères temporels très précis à l'échelle cosmique. De manière générale, les étoiles à neutrons présentent une importance cruciale pour comprendre l'effet des densités extrêmes sur le comportement de la matière. Elles servent ainsi à étoffer la théorie de la physique quantique et même celle de la relativité générale. Qui sait, peut-être que la clé pour unifier ces deux grandes théories se trouve en fait au cœur des étoiles à neutrons. En attendant de prochaines découvertes, nous ne pouvons rester qu'admiratifs devant ces astres fascinants aux propriétés hors du commun. Notre voyage dans l'espace nous a menés vers de nombreuses étoiles aux caractéristiques bien différentes. Tantôt âgées, tantôt naissantes, parfois énormes ou à l'inverse minuscules, ces dernières sont bien plus diverses que nous n'aurions pu l'imaginer. À présent, il est temps de nous diriger vers des étoiles encore plus bizarres. Des étoiles étranges qui restent parfois des mystères pour la science. Et pour cela, quoi de mieux que de partir à la découverte d'étoiles vampires? Sous ce nom terrifiant se cachent des étoiles qui le sont moins à première vue. Rappelez-vous des naines blanches. Nous avions vu que leur destin était de finir en naine noire, après une longue et fastidieuse dégénérescence. Mais certaines semblent ne pas avoir dit leur dernier mot. Il n'est pas rare que les naines blanches fassent partie d'un système binaire. Elles restent donc accompagnées d'une étoile qui, elle, est encore dans sa séquence principale. Mais que fait alors notre naine blanche dans ces conditions? Eh bien, si sa proximité et sa force d'attraction sont suffisantes, notre naine blanche peut littéralement arracher de la matière à son étoile voisine. Il se forme alors un disque d'accrétion autour d'elle. Ce regain de matière fait ainsi augmenter significativement la température de notre naine, pourtant destinée à refroidir. La température peut monter à plus de 100 millions de degrés Celsius et dans ces conditions, la fusion nucléaire peut reprendre. Si la naine blanche réussit à vampiriser suffisamment de matière à son compagnon, il se produit une supernova de type 1A. C'est ce que nous expliquions un peu plus tôt. Après l'explosion, notre naine blanche devient alors une étoile à neutrons. Mais dans d'autres cas, ce processus n'arrive jamais à terme. La naine blanche aspire de la matière, mais avant que la supernova ne puisse se former, un phénomène similaire et moins puissant se produit. On parle simplement de nova. La naine blanche reste ainsi intacte après avoir expulsé la matière aspirée et recommence à dévorer l'étoile qui l'accompagne.
Et la nova se répète encore et encore. C'est notamment le cas de RS Ophiuchi. Cette naine blanche, située dans la constellation du même nom, se trouve à environ 5000 années-lumière de la Terre. Depuis sa découverte en 1898, elle a déjà explosé 6 fois en nova. La dernière explosion en date remonte à 2006, et il est très probable que ce phénomène se répète prochainement. Plus récemment, un phénomène similaire a été découvert dans les archives du télescope Kepler en 2020. Le système à l'origine de l'événement serait un système binaire composé d'une naine blanche et d'une naine brune, 2 étoiles aux antipodes l'une de l'autre. Durant l'explosion, la luminosité du système aurait ainsi été multipliée par 1600. Dans ces conditions particulières, la naine blanche est qualifiée d'étoile variable cataclysmique. Mais il existe d'autres types d'étoiles variables, dont la découverte fut une surprise pour les astronomes. Les étoiles variables sont des astres dont la luminosité varie au cours du temps. À long terme, toutes les étoiles finissent par devenir variables. En effet, durant leur séquence principale, c'est-à-dire pendant la majorité de leur cycle de vie, les étoiles sont stables. Elles conservent un équilibre entre leur pression interne qui tend à repousser la matière et la gravité qui tend à comprimer l'étoile. Mais en fin de vie, lorsqu'elles deviennent des géantes rouges, les choses se compliquent. L'équilibre est rompu et l'étoile se dilate. Les couches externes perdent alors en chaleur, la température baisse et la luminosité également. Or, la gravité reprend le dessus sur la dilatation de manière périodique. À ce moment-là, la pression et la température augmentent et l'étoile regagne en éclat. Il n'est donc pas rare d'observer des variations de luminosité chez les géantes rouges. Lorsque ces variations sont très importantes, cela peut constituer les prémices de la spectaculaire explosion de l'étoile. Ce fut le cas Bételgeuse. Et oui, encore elle. En 2020, la supergéante rouge a connu une forte baisse de luminosité. Les scientifiques ont alors émis l'hypothèse qu'elle pourrait exploser en supernova d'ici peu. Une véritable surprise pour les astronomes qui se voyaient déjà observer une supernova en direct. Rappelons qu'un tel événement n'a pas été observé directement depuis plusieurs siècles maintenant. Mais était-ce vraiment le début de la fin pour Bételgeuse? Eh bien, non. Celle-ci semble encore avoir de beaux jours devant elle. Alors, que s'est-il passé au juste? De janvier 2019 à mars 2020, la luminosité de la géante n'a cessé de baisser. Puis, soudainement, elle redevint normale en avril 2020. Bételgeuse nous aurait-elle fait un poisson d'avril? En un certain temps, c'est effectivement ce qui s'est produit, mais cette farce n'avait rien de volontaire. L'étoile fut simplement en partie masquée par un nuage de gaz et de poussière. Une découverte assez surprenante, d'autant plus quand on sait que Bételgeuse en est à l'origine. En effet, du fait de son instabilité, elle aurait émis une énorme bulle de gaz qui, en se refroidissant, se serait condensée, piégeant au passage les poussières alentours. Un amas opaque s'est ainsi formé devant la géante rouge, obscurcissant sa surface. Ce phénomène surprenant est assez peu commun, ce qui explique l'incompréhension des scientifiques durant les premières observations. Mais les changements de luminosité dus à des éjections de matière concernent également d'autres étoiles regroupées sous le terme d'étoiles éruptives. Il arrive aussi qu'une étoile soit en partie masquée par d'autres corps en orbite. Cela se produit pour des systèmes binaires, où 2 étoiles passent successivement l'une devant l'autre. C'est également le cas lorsqu'une planète passe devant une étoile depuis notre point de vue. D'ailleurs, c'est ainsi que bon nombre d'exoplanètes, invisibles à première vue, furent détectées par la méthode du transit. Ainsi,
Les étoiles variables sont généralement divisées en deux catégories. Les étoiles variables intrinsèques, dont les variations de luminosité sont dues à des phénomènes propres à l'étoile. Et les étoiles variables extrinsèques, dont les variations ont pour cause une source externe. Encore une fois, tout cela nous montre à quel point les étoiles peuvent être complexes. Sources intarissables d'énigmes et de fascination, elles nous permettent d'en apprendre plus sur les lois qui régissent notre univers. Cela est valable pour un dernier genre d'étoiles dont nous n'avons pas encore parlé jusqu'à présent. Alors, pour la dernière escale de notre périple interstellaire, partons nous isoler dans les confins de notre galaxie. Car c'est ici, loin de toute forme d'activité et de matière, que se cachent les étoiles solitaires. La plupart des étoiles se forment dans des pouponnières. Au sein de ces nuages dits moléculaires, les astres les plus brillants peuvent voir le jour, jusqu'à progressivement former des systèmes complexes composés de planètes, de planétoïdes et autres astéroïdes. Mais toutes les étoiles n'ont pas cette chance. Par un malheureux coup du sort, il arrive que certaines étoiles se retrouvent isolées, condamnées à dériver seules dans le cosmos. Ces étoiles, qualifiées de solitaires, d'orphelines ou encore de vagabondes, ont éveillé la curiosité des scientifiques. Est-il possible qu'elles se soient formées loin de toute source d'activité dans des zones froides et vides? Et si oui, comment expliquer un tel mystère? À vrai dire, cela semble peu probable. L'hypothèse la plus communément admise est que ces étoiles se sont formées comme toutes les autres, au sein d'amas en effervescence. Par manque de chance, elles se sont ensuite fait éjecter de leur lieu de naissance jusqu'à se retrouver à la dérive dans l'univers. Un lieu fascinant pour l'étude des étoiles vagabondes n'est autre que le petit nuage de Magellan. Il s'agit d'une galaxie naine située à près de 200 000 années-lumière de la Terre. Le petit nuage de Magellan est en quelque sorte un satellite de notre Voie lactée, tout comme la Lune est un satellite de la Terre. En pointant nos télescopes vers ce nuage, on se rend compte que près d'un quart des étoiles massives qui s'y trouvent sont des astres à la dérive. L'explication la plus fréquente est celle de l'éjection dynamique. Cela se produit lorsqu'une étoile est expulsée, parce qu'elle aurait une configuration orbitale instable à l'origine. Comme l'explique la première loi de Newton, tout corps conserve son état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins qu'une force ne soit appliquée sur ce corps. C'est tout simplement le principe d'inertie. Ainsi, si aucune force n'est suffisante pour maintenir une étoile massive en orbite, celle-ci se retrouve à errer dans le vide sidéral. Il en va de même si une force suffisamment grande parvient à éjecter une étoile de son orbite. Cela peut se produire dans un cas de figure plus rare, celui d'une gigantesque supernova. Dans le cas d'un système binaire, lorsque deux membres explosent en supernova, le centre de gravité commun peut devenir trop faible pour maintenir le second membre en orbite. Ce dernier se retrouve alors à la dérive. Encore plus rare, il arrive que deux étoiles entrent en collision. Celles-ci fusionnent pour former une étoile unique avec un mouvement propre qui conduit à son éjection du système d'origine. Enfin, le dernier cas est celui où l'étoile errante se forme directement à l'écart des autres. Ce processus peut avoir lieu lorsque des régions denses de gaz et de poussière s'effondrent pour former des étoiles. Malheureusement, ces dernières, n'ayant pas suffisamment de masse pour attirer d'autres étoiles, ne peuvent former un système stellaire binaire. Elles sont ainsi condamnées à une longue existence d'errance et de solitude dans le vide infini de l'espace. Ainsi, notre long voyage touche à sa fin. Celui-ci nous aura permis de découvrir les différentes étoiles tapies dans le cosmos.
des naines rouges qui peuplent en masse notre galaxie, aux géantes rouges qui attendent de rendre leur dernier souffle, en passant par les naines brunes qui n'ont jamais réussi à briller, nos découvertes nous ont aussi permis de lever le voile sur certains mystères. Notamment l'absence d'étoiles vertes qui résulte en fait de notre incapacité à isoler certaines longueurs d'onde. Citons également les naines noires qui n'attendent que d'être observées. Sans oublier les géantes bleues et les supergéantes rouges, donnant naissance aux astres les plus étranges comme les étoiles à neutrons ou encore les terrifiants trous noirs stellaires. Les étoiles sont merveilleuses. Ce sont elles qui donnent son éclat à notre univers. Elles sont nécessaires à la vie, comme en témoigne notre Soleil, réchauffant la Terre et rythmant notre quotidien. Peut-être existe-t-il d'autres systèmes, avec d'autres étoiles abritant également la vie telle que nous la connaissons. Mais le rôle des étoiles est plus vaste, car elles permettent la vie de l'univers lui-même. Les réactions de fusion qui se produisent dans leur cœur forment de nouveaux éléments, donnant lieu à une formidable diversité de matières. Dans un éternel cycle de création-destruction, les étoiles continueront de se former, puis de s'éteindre, parfois dans un gigantesque feu d'artifice cosmique. Sans elles, les atomes qui composent les planètes, les objets qui nous entourent, mais également nos propres corps ne seraient pas. Alors, la prochaine fois que vous contemplerez le ciel étoilé, peut-être aurez-vous un sentiment étrange. Un mélange de fascination, de vertige et de gratitude envers ces astres, loin d'avoir dévoilé tous leurs secrets.